Donald Trump a lâché une bombe. Une simple phrase. Une phrase qui pourrait réécrire l'histoire du Moyen-Orient. Nous allons prendre Gaza et en faire une Riviera. Une provocation? Non. Un plan calculé. Un plan qui suit l'une des stratégies les plus brutales et efficaces du monde. Et cette même stratégie, elle est utilisée contre toi, tous les jours, sans que tu t'en rendes compte. Et si tu veux comprendre comment ne plus jamais tomber dans ce piège, alors, regarde ça. Gaza, un territoire minuscule, coincé entre Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée. Mais, malgré sa taille, il occupe une place stratégique majeure dans le jeu géopolitique mondial. Depuis des décennies, il est devenu un véritable champ de bataille, autant sur le plan militaire que politique. Israël cherche à le contrôler, convaincu que c'est une question de sécurité nationale. L'Égypte, de son côté, préfère garder ses distances pour éviter toute instabilité. Et au milieu de tout cela, on a les Palestiniens, qui tentent simplement d'y survivre. Quant aux États-Unis, pendant 75 ans, Washington a soigneusement évité toute implication directe sur ce territoire. Pourquoi? Parce que trop complexe, trop explosif, trop risqué. Mais Donald Trump vient de briser cette règle historique. Et il ne le fait pas avec un accord de paix, ni avec un soutien militaire, non. Il l'a fait avec une simple phrase. Des ruines de Gaza dévastées par la guerre, le magnat de l'immobilier Donald Trump a un projet de promoteur. La Côte d'Azur du Moyen-Orient, cela pourrait être quelque chose de tellement magnifique. Lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre israélien, Donald Trump a déclaré que les États-Unis allaient prendre le contrôle de la bande de Gaza et la reconstruire. Un projet qui amènera selon lui la stabilité à cette région. Nous en serons propriétaires et nous serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé. Tous ceux à qui j'ai parlé aiment l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de ce territoire, le développent et créent des milliers d'emplois pour en faire quelque chose qui sera magnifique. Un coup de tonnerre au Moyen-Orient. Mais ce qui est encore plus surprenant, ce n'est pas ce que Trump a dit, mais c'est la réaction de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, un homme habitué aux négociations les plus brutales, semblait totalement sidéré. Comme s'il venait de comprendre qu'il s'était fait arnaquer. Mais pourquoi? Pourquoi un allié aussi proche des États-Unis semble-t-il pris de court? Pourquoi le visage de Netanyahou trahit-il une inquiétude soudaine? Eh bien tout simplement, parce qu'il sait. Il sait que cette annonce cache un piège. Un piège parfaitement orchestré. Et à cet instant précis, il réalise que le piège commence à se refermer sur lui. Ce que je vais te raconter là est terrifiant, alors accroche-toi. Imaginons, faisons une simulation. Le plan de Trump se met en marche. Implacable, méthodique, comme une partie d'échecs parfaitement orchestrée. Et le tout se déroule en 3 phases. La phase numéro 1, c'est la conquête silencieuse. Tu vois, les médias internationaux lancent la première offensive. Gaza est en ruine, il faut la reconstruire, c'est un désastre humanitaire. Car Donald Trump l'affirme, la zone est aujourd'hui inhabitable et dangereuse. L'occasion pour lui de réitérer sa suggestion de relocalisation des Gazaouis accueillis par leurs voisins en Jordanie ou en Égypte. Et là, t'as Trump qui arrive en sauveur. Nous allons aider, avec un nouveau plan Marshall. Et là, t'as le monde qui applaudit. Mais qui pourrait s'opposer à la reconstruction? Personne. Mais derrière cette aide, le piège se referme. Un gouvernement transitoire est installé pour gérer efficacement les fonds.
Bien sûr, sous supervision américaine évidemment. Et en ce qui concerne les milices locales, elles seront démantelées pour garantir la paix. Et à cet instant, les troupes américaines sont déployées, mais temporairement. Donald Trump n'a pas exclu l'envoi de troupes américaines pour soutenir son projet. Et il envisage la reconstruction de Gaza sans les Palestiniens. Le président américain a affirmé mardi être favorable à leur réinstallation permanente dans des pays voisins comme l'Égypte ou la Jordanie, des pays pourtant hostiles à cette idée. Tout déplacement forcé de la population gazaoui constituerait une violation du droit international. Une participation directe de Washington dans l'administration de Gaza irait à l'encontre de décennies de politique américaine sur le conflit israélo-palestinien. Et le projet suscite déjà des critiques, y compris de la part des alliés de Washington. Notamment de l'Arabie saoudite, qui a souligné dans un communiqué son opposition à toute tentative de déplacer les Palestiniens. Et dans le langage militaire américain, temporairement signifie souvent pour toujours. Ensuite, on a la phase numéro 2, la transformation. Tu vois, une reconstruction sans dépenser un centime. Je m'explique. Gaza change de visage. Les ruines disparaissent. Et les gratte-ciels s'élèvent. Les ports se modernisent, les routes se construisent. Mais devine quoi? Les États-Unis ne dépensent pas un seul centime. Alors, qui finance cette métamorphose? Eh bien tout simplement, les voisins du Golfe. L'Arabie Saoudite en première ligne. Ensuite, t'as les Émirats, le Qatar, le Koweït. Pourquoi? Parce que Trump les met face à un dilemme. Vous voulez la paix dans la région. Alors, payez. Et ils n'ont pas le choix. Financer Gaza, c'est assurer leur propre stabilité. Et en bonus, ça leur permet de blanchir leur image sur la scène internationale. Regardez, on aide les Palestiniens. Mais pendant qu'ils écrivent des chèques, qui récupère l'argent? Les entreprises américaines. Et les investisseurs étrangers, triés sur le volet. Au fait, Gaza devient un Las Vegas du Moyen-Orient. Casinos, hôtels de luxe, marina privée. Une Riviera, mais sous contrôle américain. Et surtout, un nouveau paradis fiscal. Un terrain de jeu pour les milliardaires et les multinationales. Mais pas pour les Palestiniens. Eux, ils deviennent de la main-d'œuvre bon marché. Des serveurs, des ouvriers, des travailleurs invisibles dans leur propre terre. Et ensuite, on termine avec la phase numéro 3, le véritable objectif. Ce que j'appelle l'échiquier géopolitique américain. Et c'est là que tout devient clair. Gaza, ce n'est pas un projet humanitaire. Ce n'est pas non plus une reconstruction désintéressée. Non. C'est une prise de contrôle géostratégique. L'objectif numéro 1, c'est tout d'abord de dominer le marché du gaz. Parce que le gaz, c'est la clé de tout. Gaza possède 35 milliards de mètres cubes de gaz naturel. À l'échelle mondiale, c'est pas grand-chose, c'est insignifiant. C'est seulement 0,0175% des réserves mondiales. C'est rien du tout. Mais, à l'échelle régionale, c'est un coup de maître géopolitique. Pourquoi? Comme tu le sais, l'Europe, la vieille Europe, est en crise énergétique. Depuis la guerre en Ukraine, elle ne peut plus compter sur la Russie. Le gaz russe, il est bloqué. Et en même temps, le gaz américain, il coûte très cher. Les États-Unis se félicitent que l'Union européenne s'engage à réduire rapidement sa dépendance au gaz russe. Il s'agit d'aider l'Europe à réduire cette dépendance le plus vite possible, a rappelé le président américain Joe Biden. 15 milliards de mètres cubes de GNL, le gaz naturel liquéfié américain, sera à destination de l'Europe d'ici à la fin de l'année. C'est donc un accord qui permet d'accroître la pression sur la Russie actuellement. Christophe Dansette, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce une première et ce partenariat et quelle est l'importance de cet accord, 15 milliards de mètres cubes à destination de l'Europe d'ici la fin de l'année?
Alors clairement, oui, c'est une première en tout cas à ce niveau. L'objectif, c'est de remplacer le gaz russe qui aujourd'hui est livré à l'Union européenne. L'Union européenne, dans son ensemble, dépend à 40-45% du gaz russe et certains pays sont très dépendants, comme l'Autriche, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne à 55%, l'Autriche à 100%, beaucoup plus que la France ou que l'Espagne qui n'en dépend pas. Donc il faut trouver ces 40% à les remplacer. 40%, ça représente 155 milliards de mètres cubes de gaz qu'il va falloir remplacer dans les prochaines années. Dans ces bayous inhospitaliers du sud-ouest de la Louisiane, que se joue en partie le destin énergétique de l'Europe. Car c'est ici, sur le golfe du Mexique, que se trouvent les principales usines de transformation du gaz naturel américain en du gaz liquéfié, le GNL, devenu essentiel pour les Européens depuis qu'ils n'achètent plus de gaz russe. Suite à la guerre en Ukraine, l'Europe a dû se diversifier ses approvisionnements et le GNL a joué une grosse part dans cette diversification puisque les autres sources de gaz par tuyau en Europe sont limitées. Ce site est codétenu par l'entreprise française Total Energy, devenue le premier exportateur de gaz naturel liquéfié américain. Les États-Unis ont joué un rôle très important dans l'approvisionnement européen, et notamment français, en GNL. Pour vous donner un ordre de grandeur, la France a multiplié par 2 ses importations de gaz naturel liquéfié entre 2021 et 2022 et a multiplié par 4 les importations de GNL de provenance des États-Unis sur la même période. Pour arriver jusqu'à ce terme. Donc, l'Europe cherche désespérément une alternative régionale. Et c'est là que Gaza entre en jeu. Une nouvelle source de gaz, un nouveau fournisseur, mais sous contrôle américain. Et là, très intelligemment, t'as Washington qui verrouille le marché. Les entreprises américaines exploitent les gisements. Les exportations se font sous supervision US. L'Europe devient encore plus dépendante des Américains. Et là, ce n'est plus une crise énergétique pour les Européens. Ça devient un asservissement stratégique. Le plan parfait. Et là, les États-Unis ne font pas que remplacer la Russie. Ils deviennent les maîtres du jeu. Et ça, ce n'est que le début parce que il y a un objectif numéro 2. Et l'objectif numéro 2, c'est éjecter la Russie et la Chine du jeu. Pourquoi ? Pourquoi Washington veut bloquer Moscou et Pékin en Méditerranée orientale ? Eh bien tout simplement parce que cette région est la plaque tournante énergétique du futur. Le gaz de Gaza, les gisements de Chypre, les ressources d'Israël et de l'Égypte. Un véritable hub énergétique. 7h38, bonjour Anaïs Bouissou. Bonjour. On l'évoquait dans le journal d'Anne, la situation est tendue en Méditerranée entre la Turquie et la Grèce. La France appelle au dialogue et elle renforce sa présence militaire sur place. En cause, une ressource qui fait tourner les têtes et qui bloque tout, le gaz. Oui, on a découvert depuis une quinzaine d'années la présence dans les sous-sols de la mer Méditerranée d'immenses gisements de gaz, des champs gaziers rebaptisés Léviathan, Calypso, Aphrodite. Ils représentent plusieurs milliers de milliards de mètres cubes de gaz. Et le pire, c'est ce qui aurait pu devenir un paradis. L'Olympe de l'exploitation énergétique sème plutôt la zizanie parce que les uns et les autres se verraient bien exploiter ces ressources, voire les ressources du voisin. Pourtant, il y a bien des règles, même en mer, il y a bien un droit maritime. Oui, bien sûr, mais la Méditerranée, c'est une mer semi-fermée, entourée d'une vingtaine de pays. Pour vous donner une idée, vous imaginez un pédiluve, vous voyez, une mini-piscine dans laquelle une vingtaine de personnes voudraient tous tremper les pieds sans que l'orteil du voisin ne s'approche trop. Forcément, même avec des règles internationales, l'espace est trop petit et des pays comme la Turquie, à tort ou à raison, se sentent lésés. Est-ce que la situation peut dégénérer ? Disons qu'on a ouvert très fort les vannes, qu'on a tous les ingrédients pour que ça flambe. Est-ce que pour autant quelqu'un craquera l'allumette ? C'est moins évident. En soi, que la Turquie joue les gros bras en dépêchant un navire de recherche d'hydrocarbures, ce n'est pas la première fois et il faut s'attendre à de futures provocations. Que la Grèce se sente attaquée et dénonce un scandale, c'est logique aussi, c'est le jeu classique. Alors il est vrai que là-dedans, la France met son grain de sel en dépêchant 2 Rafales et 2 bâtiments de la Marine nationale. Ça impressionne, c'est inquiétant et ça a même entraîné un appel au calme de la part des États-Unis.
Mais si vous voulez, ça ne déclenche pas en soi une guerre en Méditerranée. Et d'ailleurs, au-delà de l'attitude ferme des uns et des autres, Emmanuel Macron a dit vouloir, je cite, régler les différends actuels par le dialogue. Alors à quoi faut-il s'attendre ? Le problème, c'est que l'Europe est divisée sur la réaction à avoir. Sanctionner ou pas, une réunion d'urgence va se tenir tout à l'heure au niveau européen. À la sortie, peut-être qu'une sanction sera prononcée, ce serait nouveau. Mais peut-être aussi, et c'est probable, qu'on se contentera surtout d'un message politique. Solidarité avec la Grèce, condamnation de l'attitude de la Turquie, le tout saupoudré d'un appel au dialogue. En attendant, Calypso, Aphrodite et Glaucus pourront continuer à dormir bien tranquillement au fond de la Méditerranée. Et en attendant donc ce gaz, cette manne financière et énergétique, on n'en fait rien ? Non, le pire c'est qu'à se disputer le bout de gras comme ça, à tout bout de champ, tout le monde y perd des ressources et de l'argent. À ce stade, seules les réserves sous-marines de l'Égypte et d'Israël sont exploitées. Les autres se bloquent mutuellement pour exploiter correctement les réserves avérées et potentielles de gaz. Donc c'est bien ça, ni la Grèce ni la Turquie ne profitent du gaz pour lequel ils s'affrontent, c'est lunaire. Oui, quand Turquie et Libye ont signé un accord fin 2019 pour exploiter les fonds sous-marins, cet accord a été immédiatement jugé illégal par la Grèce. Quant à son tour, la Grèce et l'Égypte ont signé un autre accord sur une frontière maritime commune la semaine dernière. Là, c'est Ankara qui s'est mise en colère. Résultat, l'exploitation gazière, en attendant, elle avance peu. Même un projet signé comme celui d'un énorme gazoduc de 2000 km, un énorme tuyau pour transporter le gaz d'Israël vers l'Europe, risque à tout moment de raviver les tensions. Parce que ce gros tuyau de gaz doit passer par la Grèce. Évidemment, la Turquie voudrait être sur le chemin. C'est sans fin. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'en voit pas le bout du tunnel. Et si les Russes mettent un pied là-dedans, ils reprennent la main sur l'Europe. Et si la Chine tente de s'implanter, elle sécurise son influence dans la région. Les États-Unis ne peuvent pas se le permettre. Alors, ils verrouillent la Méditerranée. C'est pour ça qu'il faut une base militaire. Et c'est là qu'on arrive à l'objectif numéro 3. Cet objectif numéro 3, c'est installer une nouvelle base militaire américaine. Gaza ne sera pas seulement un hub énergétique. Ce sera aussi une forteresse militaire américaine. Les États-Unis installeront une base stratégique permanente, un pied à terre au cœur du Moyen-Orient, à quelques kilomètres d'Israël, en bordure de l'Égypte et à proximité des routes énergétiques européennes. Un verrou. Un bastion, je te dis. Un moyen de garder un contrôle absolu sur la région. Conclusion, Gaza n'est pas vraiment reconstruite. Gaza est transformée en avant-poste économique et militaire américain, financé par les voisins, construite par des multinationales américaines et étrangères, et surtout exploitée par Washington. Sans tirer un seul coup de feu. Un chef-d'œuvre de manipulation géopolitique. Un piège parfait. Moi, il y a une citation qui m'a toujours marqué. Les plus beaux cadeaux sont parfois des pièges dorés, où la beauté cache un poison silencieux. À première vue, ce plan ressemble à un coup de génie, un équilibre parfait. Un accord où tout le monde gagne. Chaque pays voisin semble en sortir plus fort. Mais il y a une condition cachée. Un élément que personne n'ose évoquer ouvertement. Le déplacement massif des Gazaouis. Pour Israël, à première vue, ce serait un rêve devenu réalité. Un Gaza sous contrôle américain, ça signifierait plus de Hamas, plus de roquettes, plus de tunnels sous les frontières. Mais surtout, plus de Gazaouis. Dans les coulisses, l'objectif réel se dessine. Une exode orchestrée, des centaines de milliers de Palestiniens déplacés. Où ? En Égypte et en Jordanie. Au fait, c'est un nettoyage démographique silencieux. Un territoire vidé, prêt pour une nouvelle ère. Une zone stratégique, sans résistance. Et du côté de l'Égypte, on pourrait se dire que c'est une opportunité énergétique en or. Je m'explique. Sur le papier, le Caire peut voir ça comme une aubaine. Pourquoi ? Parce que l'Égypte est déjà un acteur clé du gaz naturel.
c'est l'un des plus grands exportateurs de gaz d'Afrique. Son gaz alimente l'Europe, Israël et l'Asie. Donc, sa position géographique lui donne un monopole stratégique. Mais l'exploitation du gaz de Gaza menacerait cette suprématie. S'il y a plus d'offres, les prix baissent. Et on a moins de contrôle sur les flux énergétiques. En réalité, tu fais naître un concurrent direct. Mais si le gaz est sous contrôle américain, ça change les données du jeu. Et en même temps, l'Égypte est obligée de jouer le jeu. Parce que si l'Égypte ne joue pas le jeu, elle pourrait perdre du terrain face à une nouvelle puissance gazière. Alors, en échange, elle accepte un compromis. Washington garantit à l'Égypte un rôle central. Les États-Unis promettent des accords commerciaux préférentiels. Et en contrepartie, l'Égypte prend une partie de la population gazaoui dans le Sinaï. Un équilibre parfait, du moins en apparence. Faut aussi qu'on parle de la Jordanie. C'est un acteur clé dans la région. Si la Jordanie acceptait, ce serait dans le cadre où Washington proposerait un marché. Tout d'abord, des aides financières massives. Ensuite, une relance économique sous perfusion américaine. Et pour terminer, des garanties de stabilité. Mais un détail change tout. C'est l'arrivée des Gazaouis. Parce que, pour les Jordaniens, ce ne serait pas la première fois que la Jordanie accueille des Palestiniens. Et la dernière fois, ça a failli faire tomber le pays. Bonjour. Au Moyen-Orient, le conflit latent qui oppose les Fédayines, les commandos palestiniens, aux autorités légales des pays où ils séjournent, a pris ce matin un tour dramatique à Amman, en Jordanie. Depuis ce matin, en effet, à Amman, en Jordanie, c'est la guerre ouverte entre les troupes du roi Hussein et les commandos palestiniens. Avec Amman même, les communications téléphoniques sont coupées, l'aéroport est fermé, mais de Beyrouth, notre correspondant Bernard Lano. C'est une nouvelle épreuve de force qui est engagée depuis cette nuit entre l'armée jordanienne et les fédayines palestiniens. Sur le papier, tout semble parfait. Un plan gagnant-gagnant. Une solution miracle pour stabiliser la région. Mais si c'était vraiment si parfait, pourquoi Netanyahou a-t-il l'air si inquiet? Pourquoi le Caire et Amman hésitent-ils à applaudir? Parce qu'ils ont compris quelque chose. Ce qui ressemble à un cadeau est en réalité un piège mortel. Un piège dont personne ne sortira indemne. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais je t'assure que c'est important de comprendre les choses à la racine. Et surtout de comprendre pourquoi ce plan est un cauchemar pour Israël, l'Égypte et la Jordanie. Ce plan, dans le fond, n'est pas une bénédiction. C'est un poison lent. Un piège où chaque pays pense gagner, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il a déjà tout perdu. Par exemple, pour Israël, ce serait une perte de contrôle totale. Netanyahou voulait annexer Gaza. Mais avec ce plan, il perd définitivement Gaza. Et pire encore, ce plan crée un précédent. Pourquoi l'ONU ne pourrait pas imposer une présence en Cisjordanie? Pourquoi Washington ne pourrait pas freiner l'expansion des colonies? En réalité, le pouvoir glisse des mains d'Israël. Les décisions ne se prennent plus à Jérusalem, elles se prennent à Washington. Un cauchemar politique, un coup d'arrêt pour l'extrême droite israélienne, et une menace à long terme. Parce qu'au final, le véritable vainqueur ici, ce ne sera pas Israël. Ensuite, pour l'Égypte, c'est une véritable bombe économique et politique. Sur le papier, on est d'accord, l'Égypte a gagné. Elle sécurise ses frontières, elle reçoit des aides financières et elle garde un contrôle clé sur la région. Mais en réalité, elle est piégée. Le véritable danger pour l'Égypte, en tout cas pour le gouvernement, c'est l'exode des Gazaouis. Des centaines de milliers de réfugiés, et parmi eux, des sympathisants des frères musulmans. Et ça,
C'est un cauchemar absolu pour le régime d'Al-Sisi. Parce que les frères musulmans sont son pire ennemi. Ce sont eux qui ont dirigé l'Égypte, sous l'ancien président Morsi, avant d'être renversés. Et ce sont encore eux qui rêvent encore et encore d'une revanche. Alors imagine, une vague massive de réfugiés pro-frères musulmans qui s'installent dans le Sinaï, un territoire déjà fragile, infesté de groupes rebelles. Un cocktail explosif. En réalité, c'est un piège, caché sous le vernis de l'aide humanitaire. Et pour la Jordanie, je pense que tu m'auras compris. Washington promet de l'argent, des investissements, une relance économique. Mais la Jordanie sait déjà comment cette histoire se terminera, parce qu'elle l'a déjà vécue il y a 50 ans. Alors aujourd'hui, quand Washington parle d'un exode massif des Gazaouis, le roi Abdallah de Jordanie voit un cauchemar en préparation. Un risque d'instabilité, un risque de soulèvement, un risque de répétition du passé. Et la Jordanie ne peut pas se permettre un nouveau septembre noir. Dans le fond, que ce soit Israël, l'Égypte ou la Jordanie, ils sont tous piégés. Accepter, c'est perdre le contrôle. Mais refuser le plan de Donald Trump, c'est risquer des représailles économiques et diplomatiques. Ils ne peuvent ni dire oui, ni dire non. Le plan de Trump n'est pas une solution. C'est une bombe à retardement. C'est un cadeau empoisonné. Mais on doit aussi ajouter un dernier point. Un peuple sans terre devient une force transnationale. Ce plan ne fait pas que détruire Gaza. Il efface la présence physique des Palestiniens sur leur propre terre. Mais paradoxalement, cela pourrait les rendre encore plus puissants, mais à long terme. Car un peuple sans terre peut devenir, comme je te l'ai dit, une force transnationale. Et je vais t'expliquer pourquoi. Regarde l'histoire. Les peuples qui ont été expulsés de leur terre n'ont jamais vraiment disparu. Au contraire, ils sont devenus des forces politiques et des économies influentes. On peut prendre pour exemple les Arméniens ou encore les Kurdes. Et maintenant, les Palestiniens pourraient suivre le même chemin. Un peuple dispersé peut se réorganiser autrement. Sans territoire, les Palestiniens deviennent une cause mondiale. Leur combat, il devient plus légitime aux yeux du monde. L'opinion publique bascule en leur faveur. Ils ne sont plus une question régionale, non. Ils deviennent une cause humanitaire globale. Et ce n'est pas tout. Ils peuvent également utiliser de nouveaux leviers de pression. Des réseaux d'influence, des lobbies politiques. Dans les pays où ils s'installent, ils créent des groupes d'influence puissants. Dans les universités, dans les médias, dans les parlements. Ils ne se battent plus avec des pierres et des roquettes. Ils se battent avec l'opinion publique mondiale. Et là, Israël a un nouveau problème. Ils ont peut-être effacé Gaza, mais ils ont créé une résistance globale, une force de pression qui n'a plus de frontières, un combat qui peut durer des générations. Et sur le long terme, ce n'est plus Israël qui contrôle l'histoire, c'est le narratif palestinien qui prend le dessus. Le président américain Donald Trump a fait d'inquiétantes et dangereuses déclarations. Il dit réfléchir à un plan pour, je cite, nettoyer Gaza en déplaçant des Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie. Je vous propose d'écouter cette réponse qui lui est faite par un déplacé. Nous disons à Trump et au monde entier, nous ne quitterons ni la Palestine ni Gaza, quoi qu'il arrive. Si Dieu le veut, on restera à Gaza. On ne quittera jamais notre terre, quoi qu'en dise Trump, et même le monde entier. Tout ça nous ramène à la réelle politique de Donald Trump. En réalité, voilà l'arnaque que Trump fait ici.
quand il te parle de prendre Gaza et d'en faire une Riviera, ce n'est pas une improvisation. C'est une stratégie parfaitement rodée. Un piège conçu pour que personne ne puisse vraiment refuser. C'est la technique de Machiavel. Il te fait croire que tu as le choix. Mais en réalité, peu importe ton choix, tu es perdant. C'est la loi du faux choix. Accepte et tu subis les conséquences. Refuse et tu en subis encore plus les conséquences. Trump ne fait pas de la politique. Il fait du business, du troc. Dans le monde du business, il n'y a pas d'amis. Juste des gagnants et des perdants. Et Trump ne joue jamais pour être celui qui perd. Et ici, on a un exemple chimiquement pur de comment il applique cette méthode. Par exemple, avec Israël qui pensait annexer Gaza, mais qui la perd au profit des États-Unis. Et là, du coup, il y a une question tendancieuse qui se pose. Pourquoi la diplomatie classique ne peut pas répondre à cette brutalité trumpienne? Eh bien, tout simplement parce que Trump ne négocie pas. Il impose ses règles. La politique traditionnelle essaye de chercher des compromis. Mais lui, il force des choix trafiqués, biaisés, où il gagne dans tous les cas. Et c'est là qu'on comprend toute sa stratégie. Trump ne cherche pas à contenter ses alliés. Il cherche à les rendre dépendants. Aucun d'eux ne peut se permettre de refuser. Et au final, c'est lui qui dicte les règles. Tu sais, on dit souvent que Trump est imprévisible. Mais en réalité, c'est un génie du rapport de force. C'est le requin qui nage dans une mer de politiciens qui croient encore à la diplomatie. Quand je vois tout ce cirque politique, je me dis, ça doit être dur d'être gazaoui. Et en même temps, je parle de cirque politique pour une raison particulière. Je pense que Donald Trump bluffe. Parce que les conséquences politiques de cette annexion de Gaza qui serait américaine auraient des conséquences extrêmement négatives. Et en même temps, moi, il y avait une image qui m'avait marqué. C'est quand le roi Abdallah de Jordanie est parti rencontrer Donald Trump. Et ils ont eu une poignée de main. Et cette poignée de main était vraiment comique. Parce que quand tu voyais le visage du roi Abdallah, tu sentais qu'il était sous pression. Et de l'autre côté, tu avais Donald Trump qui appliquait sa force. Il serrait fort la main du roi et la tirait vers lui. Comme pour lui rappeler que c'était lui qui avait le pouvoir. Et ce que fait Donald Trump ici, c'est quelque chose que toi et moi, on vit tous les jours. À une autre échelle. Mais la nature du rapport de force est la même. Ça t'est jamais arrivé de rouler en voiture et de te faire arrêter par un policier? Parfois on tombe sur des bons flics. Mais parfois, on tombe sur des flics qui ont besoin d'imposer leur petit pouvoir sur notre personne. Et t'es dans un rapport de force. Mais tu sais que, quoi que tu fasses, tu seras en tort. Les cartes du jeu ne sont pas dans tes mains. Ça t'est sûrement aussi arrivé au boulot. Tu vois, t'as sûrement eu un patron ou un manager qui était au-dessus de toi et qui t'imposait son pouvoir. Il t'imposait de faire des choses ridicules, qui n'avaient pas de sens. Mais toi, t'es contraint à le faire parce que t'as pas envie de perdre ton boulot. Tu dois payer ton loyer, tes courses, aider ta famille. Tu te sens coincé et t'es obligé d'accepter. Je vais prendre aussi un autre cas qu'on a peut-être tous vécu. T'es en couple avec quelqu'un et cette personne, elle a souvent tendance à utiliser le chantage pour arriver à ses fins.
Si tu fais pas ça, demain je te quitte, c'est terminé entre nous. Et toi, t'es amoureux de la personne, t'as envie de rester avec elle. Donc, tu vas céder à la pression, au chantage, et tu vas faire la chose contre ta volonté. Au fait, si j'ai pris cet exemple de Donald Trump et Gaza, c'est pour te démontrer que le rapport de force, il n'est pas juste à l'échelle géopolitique. Toi et moi, on le vit tous les jours. Et ce rapport de force, c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'il nous enferme dans un cadre. Et quand tu es dans le cadre, tu es coincé. Quand ton patron te met la pression et qu'il sait que tu dois accepter, ça se lit sur ton visage que tu es déstabilisé. C'est un petit peu comme le roi Abdallah de Jordanie. Quand tu voyais son visage, tu sentais que le mec était complètement KO, qu'il ne savait pas où aller et qu'il n'avait qu'un seul choix, se soumettre à la décision du puissant. Et c'est là que j'ai partagé avec toi une technique pour sortir de ce genre de piège. C'est une technique radicale. C'est une technique qui, sur le court terme, je te l'avoue, elle va te faire mal. Elle va blesser ton petit cœur qui est juste là. Mais sur le long terme, je te jure que elle va sauver ta vie. Parce que tu vois, les gens qui ont besoin d'imposer leur pouvoir sur nous, qui sont constamment dans un rapport de force, créent une relation toxique. Et tu vois, cette relation toxique, c'est comme un venin dans ton développement personnel. T'es plus le même. Tu vis sous la peur, sous l'angoisse. T'as ton cœur qui commence à battre super vite. Pourquoi? Parce que tu sais pas ce que l'autre personne va faire demain. Quel type de pouvoir elle va appliquer encore sur toi? Et toi, vu que t'es une personne gentille et sympa, tu vas accepter de subir. T'as pas envie de faire de vagues. Mais pardon, je vais te dire une vérité. Être gentil, c'est bien. Mais parfois, comme on dit, trop bon, trop con. Et parfois, on est trop con. Moi-même, je l'ai été plein de fois dans ma vie. Et quand j'y repense, j'ai des regrets. Je me dis, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais bon, ce qui compte, c'est pas de se culpabiliser par rapport à son passé. C'est de prendre le passé pour devenir responsable dans l'instant présent, là, maintenant. Et c'est ce qu'on va faire. Bon, je t'ai trop teasé là, faut que je te raconte la technique. La technique, elle est simple. Prenons par exemple un patron qui te dit « Écoutez monsieur, aujourd'hui vous êtes à ce poste-là. Nous avons des difficultés économiques et nous avons besoin que vous fassiez des heures supplémentaires. Mais bien sûr, ces heures supplémentaires ne seront pas ajoutées à votre salaire. Vous les ferez gratuitement. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez prendre la porte. » Celle-là, je crois que tu l'as sûrement déjà entendue dans ta vie. Les heures sup gratuites. Et parfois, ce qui me tue, c'est qu'il y a des patrons qui te font croire « Mais c'est normal, moi aussi je le fais. » Mais c'est pas la même chose, tu vois. Et quand tu es dans ce cadre-là, tu te sens coincé parce que tu as besoin de ce boulot. Et tu te dis que si tu quittes ce boulot, tu auras des difficultés à en trouver un autre, etc. Et il y a plein de choses qui viennent dans ta tête. Et tu vois, le patron, lorsqu'il te dit ça, il attend ta réponse. Et c'est pas les premiers mots de ta bouche qui vont sortir qui vont l'intéresser. Non. C'est ce qu'il va lire sur ton visage. Qu'est-ce que ton visage va exprimer? Si ton visage est le même que celui du roi Abdallah de Jordanie, c'est bon, khalas, il a gagné. Mais si tu prends du recul, que tu te tais pendant 10 à 15 secondes, que tu te recentres sur toi, que tu essayes de maîtriser ton stress parce que ce genre de situation, elle est stressante et elle est faite pour ça. Tu te recentres et tu réfléchis. Et là, tu te dis une chose. Quelqu'un qui me parle sur ce ton-là,
quelqu'un qui me parle de cette manière-là et qui m'impose de travailler gratuitement, un petit peu comme un esclave, on va pas se mentir. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut mon bien? Est-ce quelqu'un qui veut que je me développe professionnellement? La réponse? Bim! Non. Et tu le sais au plus profond de toi. Et c'est là que tu vas appliquer la technique. Tu vas sortir du cadre. Tu vas te retirer du jeu. Tu vas dire à ton patron, ou ton manager, ton M+1, je ne sais pas comment on dit, eh bien écoutez monsieur, je comprends bien les difficultés économiques que rencontre l'entreprise aujourd'hui. Et j'en suis bien désolé. Pendant des années, j'ai toujours donné tout ce que j'avais pour cette entreprise. J'ai toujours donné 100% de moi-même. Je n'ai jamais triché. Mais l'offre ne me correspond pas. Raison pour laquelle, monsieur, dès demain, je vous remettrai ma lettre de démission. Là, quand tu agis comme ça, tu changes le cadre du jeu. Et c'est toi qui as les cartes du jeu en main. C'est toi qui crée un nouveau cadre. Et là, le patron, le M+1, ne s'attendait pas à cette réponse-là. Il va être coincé, livide. Tu vas le lire sur son visage. Et quand tu verras cette expression sur son visage, c'est toi qui pourras remporter la partie. Parce que le gars, s'il est en difficulté économique, s'il a besoin que tu fasses des heures supplémentaires, c'est qu'il a besoin de toi. Il a besoin de ta force de travail. Si tu viens et que tu lui dis, écoute, moi, je ne joue pas ce jeu-là, alors je me retire. Je te promets qu'il va te courir après. Signé H5 Motivation. Et c'est la même chose si tu es en couple. Quand tu es en couple avec une personne et que constamment elle utilise le chantage émotionnel. Oh, si tu fais ça, je te quitte. Oh, si tu vas voir ta mère, je vais faire ça. Oh, si tu prends... Il y a un moment où tu commences à péter un câble. Oh, la relation qu'on a, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour qu'on avance ensemble, pour qu'on construise quelque chose, qu'on construise une famille. Mais moi, je peux pas vivre le reste de ma vie sous l'enclume de la menace, quoi, tu vois. Comme si t'avais un gros truc au-dessus de la tête et ça va tomber un jour ou l'autre. Non. Tu décides de faire un pas en arrière. Et tu dis à ton partenaire, écoute, je peux comprendre que cette situation ne te plaise pas. Mais moi, personnellement, j'ai du mal à vivre sous le chantage émotionnel. Et je pense que si on continue à vivre comme ça le reste de notre relation, on va pas en sortir quelque chose d'extrêmement propre. Donc, je pense qu'il serait mieux qu'on arrête notre relation dès aujourd'hui. Et là, tu verras le visage de ton ou de ta partenaire qui va complètement changer. Et dès que tu vas partir, cette personne va revenir derrière toi. Au fait, ce qu'il faut comprendre dans cette technique, c'est quoi? C'est que si ces gens sont avec toi, que ce soit dans un cadre professionnel ou social, c'est parce que tu as un intérêt. Si tu n'avais pas d'intérêt, ils ne viendraient jamais vers toi. Mais tu as une valeur. Et si tu décides de te retirer, c'est là qu'ils vont se rappeler, qu'ils vont prendre conscience de ta valeur. Et en même temps, ils prendront conscience d'une autre chose. C'est que toi, on ne peut pas te contrôler. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Tu vois, parfois, j'hésite à parler de sujets comme ça, internationaux, très sensibles. Parce que c'est un sujet sensible.
Et parfois, t'as des gens qui vont pas comprendre, t'as des gens qui vont juste s'arrêter au titre de la vidéo et à la miniature, qui vont regarder l'introduction et qui après vont dégager, ils vont dire « Oh mais qu'est-ce qu'il raconte, tu vois, un scandale et tout !» Et généralement, je les vois ces gens-là dans les commentaires, même toi tu vas les voir. C'est des gens qui n'ont pas été jusqu'au bout, qui n'ont pas compris le principe de la vidéo. Ici, on extrait des éléments d'intelligence émotionnelle qu'on peut appliquer dans nos vies. Et enfin bref, le monde est fait de gens qui vont jusqu'au bout, comme toi. Et je te félicite, je suis hyper fier de toi. Parce que j'avoue que c'est long, hein. Mais bon, moi j'ai travaillé derrière. Et quand tu vas jusqu'au bout, tu me respectes. Et c'est la raison pour laquelle je te respecte en te fournissant le meilleur de ce que j'ai. Je dis pas que je suis le meilleur, mais j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Et tu vois, même si on ne s'est pas vraiment vu dans la réalité, toi et moi, il y a quand même un lien. Un lien invisible, un lien que je ne pourrais pas expliquer, mais il y a un lien de respect. Au fait, je te vois comme une personne que j'aime. Et j'aimerais pas te voir être coincé sous le joug de quelqu'un qui a plus de pouvoir que toi et qui exerce son rapport de force sur ta personne. Raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire « paix ». Je répète, « paix ». Si je te demande d'écrire cet élément en commentaire, c'est pour que tu signes un contrat moral avec ta propre personne. J'aimerais que tu te rappelles lorsque quelqu'un exercera son pouvoir sur toi, que tu n'es pas obligé d'entrer dans le rapport de force, que tu peux en sortir en paix, que l'objectif, c'est pas la guerre, c'est la paix. Parce qu'il y a déjà assez de guerre dans le monde et tu as déjà aussi assez de guerre à mener avec ta propre personne pour atteindre tes propres objectifs. Raison pour laquelle la paix intérieure, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, c'est ce qui permet d'aller de l'avant. Alors écris en... Oh, la paix, j'ai cassé mon truc, pardon. Alors écris en commentaire, paix.